29 janvier 1945, 14h47, Holzheim, Alsace. La neige lourde s'agglutine aux murs crevassés des fermes en ruine. Un manteau blanc souillé de boue noire et de traces rougeâtres qui fument encore dans le froid mordant, tandis que le vent glacial hurle à travers les branches nues des arbres déchiquetés, portant l'odeur âcre de la cordite et du fuel brûlé qui imprègne l'air comme un suaire irrespirable. Vous sentez le sol trembler avant d'entendre le grondement. Un Sherman M4 qui patine dans la gadoue gelée à 200 mètres en arrière, ses chenilles d'acier crissant contre les cailloux enfouis, vibrant à travers vos semelles usées, jusqu'à la moelle de vos os engourdis. Le sergent-chef Marcel Dubois, visage buriné par des années de combat dans le désert libyen puis les Vosges, hurle par-dessus le vacarme. « Avancez, bordel! La première DBF attend pas les feignants !» Sa voix rauque se brise contre le mur invisible du nid de mitrailleuses allemand, un MG-42 niché dans les fondations bétonnées d'une grange effondrée, crachant sa mort en rafales synchronisées. 1800 coups par minute, un staccato infernal qui déchire l'air, hachant les flocons en une brume sanglante. Les hommes de la section, 22 poitriniers du régiment de marche du Tchad, trempés jusqu'aux tripes sous leurs capotes kaki raidies de givre, s'aplatissent dans la neige. Les M1 Garand serrés contre la poitrine, doigts gourds crispés sur les crosses humides, le cœur cognant comme un marteau-piqueur dans la cage thoracique. Chaque battement, un rappel que la prochaine rafale pourrait être la dernière. L'air pue la pisse chaude de la peur, mêlée à la sueur rance et au métal chauffé à blanc. Les hurlements des blessés engloutis par les explosions d'obus 105 qui labourent le flanc de la colline, soulevant des geysers de terre gelée et d'éclats qui sifflent comme des frelons enragés. Vous rampiez, ventre au sol, la boue glacée s'infiltrant dans votre col, piquant la peau comme des aiguilles, quand le tir de barrage s'abat, précis, impitoyable, clouant la section à 30 mètres du but. Pierre Lefebvre, le petit gars de 22 ans originaire d'un village du Nord, 1,60 m à tout casser, silhouette frêle enveloppée dans une capote qui lui pend comme un sac, haletait dans son trou de renard improvisé, le souffle court formant des nuages blancs qui se dissolvaient aussitôt dans le froid assassin. Il s'était moqué de lui depuis le débarquement en Provence, en août 44, ces colosses du Tchad, forgés par Leclerc, dans le sable brûlant de Bir Hakeim. « Hé, le nain, t'es fait pour porter les bidons d'eau, pas pour charger des frites !» ricanait le caporal Lemoine, un géant de 1,90 m couturé de cicatrices, en lui balançant une gamelle vide sur l'épaule lors des briefings sous la pluie normande. Pierre, avec ses épaules étroites et ses jambes courtes comme des manches à balai, avait été relégué aux tâches de mulet. Rations, munitions, brancardier de seconde zone, toujours en retrait du gros de l'assaut, protégé par l'ombre des grands gaillards qui le toisaient de haut, leur rire gras résonnant dans les baraquements gelés des Vosges. « T'as l'air d'un gosse qui s'est perdu dans la guerre, Lefebvre. Reste derrière, on va pas risquer le petit pour un grand !» avait lancé le lieutenant Moreau la veille, lors de la poussée vers Colmar, assignant Pierre à la garde des mulets et des caisses de grenades MK2, loin du front où les Panzer IV grondaient encore dans les pockets de résistance. Mais là, maintenant, sous le déluge de l'MG42, dont les éclats verdâtres des traçantes zèbrent le ciel bas comme des griffes de feu, Pierre sent la peur se muer en une nausée acide qui lui remonte l'œsophage. Ses doigts minuscules, noircis par la terre, agrippant le fût glacé de son Thompson MM-1, 20 coups par chargeur. Calibre 45 ACP, l'arme qui la mendiante aux Américains de la 3e DI voisine, trop lourde pour son gabarit, pesant comme un boulet sur son épaule frêle. Le temps s'étire, chaque seconde un étau qui broie les tempes. Le sergent Dubois, plaqué contre un talus, crache un juron alsacien, son visage maculé de sang d'une éraflure à la tempe. « Personne bouge !
Ce putain de nid nous bloque la route vers la N83. Si on passe pas, les Boches referment la tenaille sur Colmar. » Les obus d'artillerie française, tirés depuis les positions de la première armée au sud, sifflent en réponse, mais trop court, explosant en gerbes de ferraille à 50 mètres, projetant des mottes de neige et de pierre qui pleuvent comme une grêle mortelle, une faisant ricocher sur le casque M1 de Pierre avec un clang métallique qui lui vrille le crâne. Le moine, à 2 mètres sur la droite, son bar fumant encore d'une rafale ratée, hurle « J'y vais pas, sergent! C'est du suicide, ce bunker! Faut un tank! » Les autres opinent, visages tordus par la terreur primitive, yeux écarquillés sur le nid de mitrailleuses, une position bétonnée renforcée de sacs de sable gelés, crachant inlassablement, son servant allemand, casqué d'un Stahlhelm bardé de camouflage neigeux, rechargeant frénétiquement ses boîtes de 250 cartouches, bande après bande, sous la protection de 2 tireurs Schmeisser MP40. La section est clouée, les Sherman en arrière incapables d'avancer dans la boue, leur moteur diesel tout sautant dans le froid, et le lieutenant Moreau, radio à l'épaule, appelle en vain l'appui aérien « 0, ici, Fantôme 1, demandez P47 sur coordonnées. » Mais le ciel est bouché, nuages bas et neige folle. Pas un Thunderbolt en vue. Pierre sent son pouls marteler ses veines, une sueur froide coulant le long de son échine, malgré le gel qui mord ses joues. Il pense à sa mère à Lille, écrivant des lettres qu'il n'enverra jamais, à la moquerie des camarades qui le traitaient de gnome inoffensif. Et soudain, dans ce silence relatif entre 2 rafales, un vide de 3 secondes qui s'étend comme une éternité, une voix intérieure rugit. « Et si c'était toi, le petit, qui sauvait leur grosse carcasse ?» Dubois tourne la tête, son regard perçant balayant les trous. « Involontaire, pour flanquer ce nid par le ravin à droite, grenade et Thompson, vitesse et surprise. » Silence de mort. Seulement le cliquetis lointain d'un Panzer OSFG qui redémarre dans le village, son Maybach vrombissant comme un prédateur. Le moine secoue la tête, les lèvres tremblantes. « Pas moi, chef, trop exposé. » Les autres, figés, évitent les yeux du sergent, la peur un poids de plomb dans leur ventre, l'odeur de leurs propres excréments se mêlant à celle de la poudre. Pierre, le cœur battant à se rompre, sent ses jambes se raidir, chaque muscle protestant contre l'idée folle. Il imagine la balle de 7,92 mm, l'éventrant à mi-course, le sang chaud giclant sur la neige en une fleur écarlate. Mais la rage contre les rires passés, contre l'humiliation quotidienne, le propulse. Il lève la main, minuscule dans son gant troué. « J'y vais, sergent. Moi, Lefebvre. » Un éclat de rire nerveux échappe à Lemoine. « Toi, le nain! T'es dingue! Retourne porter les gamelles !» Mais Dubois, après un instant d'hésitation où le temps suspend son vol, hoche la tête. « D'accord, petit. Prends 4 grenades, mon Thompson de rechange, et le terrain du ravin. Couvre-toi avec les rochers. Go !» Pierre attrape le sac. Le poids des MK2, 4 livres chacune, fonte rugueuse et goupille froide, tirant sur son épaule comme un destin inexorable. Il vérifie le chargeur de son Thompson, 20 balles, 45 rugueuses logées dans le magasin courbé, la culasse graissée qui cliquette doucement sous ses doigts engourdis. Le ravin, un boyau étroit creusé par la Nice gelée, s'ouvre à 10 mètres sur la droite, flanqué de buissons épineux saupoudrés de givre, un chemin de boue noire et de racines noueuses descendant en pente raide vers le flanc du nid. Pierre se glisse, ventre au sol, le froid de la neige traversant sa capote en un instant, mouillant sa chemise jusqu'à la peau. Chaque mouvement, un effort titanesque, ses coudes s'enfonçant dans la gadoue visqueuse qui aspire ses manches comme des mâchoires affamées. Derrière lui, la section retient son souffle, Dubois murmurant
Couvre-le, feu de précision. Une rafale d'M1 crépitante attire le MG42, les balles sifflant au-dessus de sa tête, fauchant les branches qui pleuvent des aiguilles gelées sur son casque. Pierre descend, mètre après mètre, le ravin se refermant comme une gorge obscure, l'odeur de terre humide et de décomposition montant des berges effondrées, ses bottes glissant sur les pierres moussues, le Thompson cognant contre ses côtes à chaque reptation, le poids écrasant sa cage thoracique déjà oppressée par la terreur qui lui noue les entrailles. Il s'arrête, haletant, le cœur un tambour d'aimant dans ses oreilles, et jette un œil. Le nid à 20 mètres, silhouette sombre dans la tempête de neige, le servant allemand penché sur son canon surchauffé, fumant d'une vapeur bleutée, rechargeant avec des gestes mécaniques, son binôme MP40 balayant l'air vide. Une éternité de 5 secondes. Pierre sort une grenade. Le froid mordant sa paume à travers le cuir craquelé, tire la goupille, cliquetis métallique avalé par le vent, compte dans sa tête. Un Mississippi, 2 Mississippi, balance l'ovale noir par-dessus le parapet. Elle atterrit pile. Explosion assourdissante qui déchiquette l'air en un nuage de shrapnel et de béton pulvérisé. Hurlement guttural d'un Allemand éventré. Odeur de chair brûlée se mêlant à la poudre. Mais le MG42 tousse encore. Un second servant prenant le relais. Rafale folle qui ricoche sur les rochers du ravin. Éclat s'enfonçant dans la boue à un cheveu de la botte de Pierre. Il bondit, jambes courtes propulsées par l'adrénaline pure, un feu liquide dans les veines qui brûle la peur, sprintant les 15 mètres restants. Le terrain inégal le faisant trébucher sur une racine, roulant dans la neige, se relevant couvert de glace pilée, le Thompson levé, index sur la détente raidie par le froid. Le monde ralentit, chaque foulée un séisme dans ses cuisses, la boue claquant sous ses semelles, le vent giflant son visage rougi, les cris de la section lointain comme un écho onirique. Il arrive au bord, saute par-dessus les sacs éventrés, fumant de la grenade, et vide son chargeur. Tac, 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 tac. Les 45 labourant le bunker, hachant le servant en une masse sanglante projetée contre le mur, éclats de Stahlhelm volant comme des confettis mortels. Le MP40 tombant dans une mare rouge. Un troisième Boche surgit d'une trappe. Schmeisser crachant. Balle effleurant l'épaule de Pierre. Brûlure cuisante qui lui arrache un grognement primal. Il plaque le canon du Thompson contre le ventre de l'Allemand. Presse la détente. Les dernières balles déchirant la Wehrmacht grise dans un jaillissement de tripes fumantes. Odeur métallique du sang chaud contrastant avec le froid ambiant. Pierre recharge d'instinct, main tremblante glissant la bande, claque, et balaie le nid. Silence. Seulement les gémissements d'un mourant écrasé sous les décombres. La section émerge alors, cri de victoire étouffé par l'épuisement. Le moine le premier, bouche bée devant le petit corps frêle debout au milieu du carnage. Fumier et neige rougie jusqu'aux genoux. Thompson fumant encore, visage blême strié de suie et de larmes gelées. Dubois arrive, claque l'épaule de Pierre, geste qui le fait vaciller. Nom de Dieu, Lefebvre. T'as réussi. Seul. Mais Pierre ne répond pas. S'effondre assis contre le mur bétonné craquelé, le poids de l'irréversible l'écrasant enfin. Ses mains tremblent violemment, Doitzgour refusant de lâcher l'arme. Le sang ennemi poisseux séchant sur ses mitaines, tandis que le silence après la tempête s'installe, un vide assourdissant où perce seulement le craquement du feu dans la grange voisine et les sanglots d'un blessé allemand agonisant à ses pieds. La neige continue de tomber, effaçant doucement les traces de la charge, mais Pierre sent le froid intérieur s'insinuer, plus profond que celui de l'hiver alsacien. Une fatigue cosmique qui alourdit chaque inspiration, le moral fracturé par les visions flash, le servant pulvérisé, yeux vitreux figés dans la surprise,
le cri étouffé du dernier. Les camarades le soulèvent, le moine marmonnant. « Pardon, petit, t'es pas un nain, t'es un lion. » Mais les mots glissent sur lui comme la neige. L'avance reprend, les Shermans grondant enfin vers la N83, Colmar libéré un peu plus près. Mais Pierre marche en automate, chaque pas un rappel du gouffre franchi. La peur revenue sous forme de nausées persistantes, le poids du survie pesant plus lourd que toutes les moqueries du monde. Le soleil pâle perce un instant les nuages, illuminant les corps raidis dans la blancheur, et dans ce calme trompeur, Pierre Lefebvre, le petit soldat ridiculisé, porte désormais le fardeau invisible d'un héros solitaire. Son ombre étirée sur la neige sanglante, comme une sentence éternelle. Les heures s'étirent dans l'après-midi déclinant. 16 heures passées maintenant. Le convoi blindé progressant K1KA sur la route défoncée, chenilles broyant les gravats et les membres oubliés. Moteur diesel vibrant à travers les os fatigués de Pierre. Assis sur un caisson de munitions, à l'arrière d'un half-track M3, le corps secoué par les ornières gelées. L'odeur de victoire, tabac blond américain allumé par Dubois, ration C froide déballée, ne masque pas celle persistante de la cordite incrustée dans ses pores, ni le fantôme âcre du sang séché sur ses bottes. Ses épaules, si frêles hier encore, supportent mal le poids neuf du regard des autres. Admiration muette de Lemoine, qui lui tente une cigarette sans un mot. Culpabilité dans les yeux. Clin d'œil du radio, qui vante déjà l'histoire à la liaison. Lefebvre a chargé seul l'MG-42, lieutenant, comme un diable. Mais Pierre fixe l'horizon brumeux, où Colmar se profile sous un voile de fumée noire, usines en flammes et clochers éventrés, et sent la morale osciller. Était-ce bravoure ou folie? Un éclat de grenade avait frôlé sa cuisse, déchirant le tissu, une entaille superficielle qui suinte maintenant, chaude et poisseuse, mais la vraie blessure est ailleurs, dans ce creux au ventre où la peur n'a pas disparu, seulement muté en doute lancinant. Le half-track heurte un nid de poule, projection violente qui lui cogne la tête contre le montant, étoile dans les yeux, et il vomit tripes et billes sur le flanc du véhicule, acide remontant avec les images. Le Stahlhelm fendu, cervelle grise éclaboussée sur le béton. Dubois pose une main ferme. « Ça arrive à tout le monde, petit. T'as sauvé la section. Médaille demain. Sûr. » Mais les médailles pèsent lourd. Pierre le sait, comme le Thompson rangé à ses pieds, canon encore tiède. La nuit tombe tôt, 17h30, ténèbres alsaciennes épaisses comme de l'encre, percées seulement par les phares tamisés des Jeeps Willys et les fusées éclairantes allemandes qui montent sporadiquement, illuminant les ruines d'Olzheim en un kaléidoscope fantomatique. Le bivouac s'installe dans une ferme éventrée, mur noirci par l'incendie récent, sol jonché de paille souillée et de douilles 7,92 mm. Pierre s'assoit contre un poteau, jambes étendues, les muscles hurlant leur protestation, chaque fibre endolorie par l'effort surhumain du ravin, froid s'infiltrant par les coutures déchirées. Les hommes parlent à voix basse autour du feu de camp improvisé. Bidons d'essence perforés, flammes bleutées léchant le bois humide, racontant l'exploit en boucle. T'as vu comme il a balancé la première grenade? Droit dans le mille. Le moine, rougeaud, avoue. J'aurais dû y aller. T'es plus homme que nous tous, Lefebvre. Les rires fusent, nerveux, libérateurs. Mais Pierre reste muet, mâchant une plaque de chocolat Hershey, dure comme du bois, le sucre collant sur sa langue pâteuse. La fatigue morale s'abat, vague noire. Et si un autre nid demain? Et les copains perdus en Normandie, moquant encore sa taille depuis l'au-delà. Un obus trait explose à Woubet-Mètre. Concus-ion faisant vibrer l'air. Poussière tombant du plafond en une averse fine. Tous se jettent au sol. Réflexe pavlovien, Pierre roulant sur le flanc. Thompson à portée de main, cœur repartant au galop. Fausse alerte,
Rire forcé, mais le doute s'enracine. La charge solitaire a ouvert la voie. La poche de Colmar se resserre. Les Fritz reculent vers la plaine du Rhin. Mais à quel prix intérieur? Il ferme les yeux, sommeil fuyant, hanté par le cliquetis éternel de l'MG42 dans sa tête, le poids de ses 60 kilos devenu celui d'un géant brisé. Au petit matin, 6h12, le 30 janvier, brouillard épais enveloppant Holzheim comme un linceul, la section repart. Pierre en tête désormais, assigné par Dubois au flanc droit, Thompson sur l'épaule, 4 grenades ceintes à la taille comme un talisman maudit. La neige a cessé, laissant un tapis craquant sous les bottes. Air piquant chargé d'iode et de pain humide des Vosges proches. Chaque pas résonne, lourd, irréversible, la terre gelée refusant de céder, semelle s'enfonçant, puis se dégageant avec un chuintement laborieux. L'avance reprend vers Neuf-Brisac, ni secondaire neutralisé par les M1 en tir de suppression, mais Pierre sent les regards peser. Plus de moquerie, seulement respect teinté de crainte, comme si sa taille minuscule abritait un démon. Une patrouille allemande surgit d'une ruelle. MP40 crachotant, échange de feu bref et féroce. Tac-tac des Thompson contre le 9 millipondétrice, un Français touché au bras, hurlement avalé par les rafales. Pierre abat un Feldwebel d'une balle en pleine poitrine, recul dû. 45 lui engourdissant l'épaule, sang giclant en arc sur son visage, goût salé sur les lèvres. Il recharge mécaniquement, bande cliquetant dans le chargeur. Mais l'euphorie passée, la nausée revient. Morale en berne, tué de près, sentir la vie s'éteindre sous ses mains petites, c'est un fardeau qui grandit, alourdissant chaque respiration dans le froid matinal. Le convoi Sherman passe, canon pivotant avec un grincement hydraulique. Éclaireur à moto Zundap filant devant, et Pierre suit, ombre infatigable, le silence intérieur plus oppressant que les explosions lointaines du front qui s'éloignent. Les jours suivants se fondent en un brouillard de marche forcée, combat sporadique. La poche de Colmar se refermant inexorablement sous les assauts conjoints de la première armée française et la 29e corps US, Pierre Lefebvre devenu légende murmurée autour des feux. Le petit qui a chargé l'MG42 seul à Holzheim. Médaille de la Résistance et croix de guerre épinglée le 5 février à Colmar, libéré, place râpe pavoisée de tricolores rapiécés, foule en liesse jetant des fleurs fanées, mais Pierre, au garde-à-vous raide, sent seulement le métal froid contre sa poitrine, poids symbolique écrasant son torse frêle. Les camarades l'acclament, le moine le portant sur ses épaules comme un trophée, rire tonitruant. Plus personne se moque du nain. Mais dans la chamade, Pierre pense aux tombes anonymes derrière les lignes, au silence du nid conquis, à la fatigue qui ne lâche plus, morale fracturée par le doute éternel. Héros ou survivants chanceux, la guerre continue, rein en vue. Mais pour lui, le vrai combat est intérieur. Un lente érosion dans le froid alsacien, chaque nuit hantée par le poids irréversible de cette charge solitaire qui a tout changé, sans rien résoudre. Le vent porte les échos des canons lointains, et Pierre avance, silhouette minuscule contre l'horizon immense, portant le monde sur ses épaules trop petites. Le Rhin approche, serpent d'argent sous un ciel plombé de février, ses berges minées hérissées de blocos camouflés dans les saules torturés. Pierre, intégré à la 5e DB blindée de l'âtre, chevauche un half-track brinque-ballant, chenille patinant dans la boue gelée de la plaine d'Alsace, où les corbeaux disputent les lambeaux de chair au ras des champs. Les obus V1 sifflent sporadiquement, traînées noires zébrant le firmament, mais c'est le murmure des rives qui obsède Pierre. Murmure des défenseurs allemands retranchés, SS fanatisés par les ordres de modèles, prêts à noyer le fleuve en feu et en ferraille.
Le moine, crachant un mégot dans le vent, lui tape l'épaule. « T'inquiète, le nain, on va leur faire boire la soupe !» Pierre hoche la tête, sourire forcé. Mais ses yeux scrutent l'eau noire, reflet déformé d'un gamin devenu fantôme de guerre. La traversée s'organise dans la nuit du 22 février, ponton improvisé sous les projecteurs ennemis, barges de Vollboot glissant comme des ombres sur le courant traître. Pierre volontaire pour l'assaut initial avec une section FFI, pagaille en silence, pagaie claquant sourd contre les flots glacés, cœur cognant comme un marteau sur enclume. Une rafale MG illumine la rive ouest, éclats orange crachés depuis un bunker camouflé de branchages. Deux hommes coulent sans cri, bulles rougeâtres perçant la surface. Pierre saute le premier, boue engloutissant ses chevilles, grenade dégoupillée dans la main tremblante. Il court courbé, souffle rauque, vers la tourelle de béton qui vomit la mort. Un éclat le frôle, lacérant sa manche, sang chaud coulant sur son poignet, mais il bondit, glisse l'ovale métallique par la fente de tir, recul explosif ébranlant la terre. Silence assourdissant, puis cri étouffé à l'intérieur, odeur âcre de cordite et de chair brûlée. Dehors, les renforts débarquent, Sherman pataugeant dans le courant gonflé, canon tonnant en chœur. Pierre, couvert de vases et de sueur, recharge son Thompson, mais le doute le submerge à nouveau. Combien de vies a-t-il fauché ce soir, anonymes dans leur blockhouse, père, fils, soldats comme lui, forcés dans le piège. Le moine l'embrasse comme un frère, bouteille de calva arrachée à un cadavre. T'es un démon, Lefebvre, le Rhin est à nous. Colmar derrière, quelle en vue, flamme léchant les pignons alsaciens. Mais pour Pierre, la victoire a goût de cendre. Les nuits suivantes, blotti dans un fossé, il rêve du Feldwebel de Holzheim, yeux vitreux le fixant depuis l'eau du Rhin, accusateur. La guerre s'achève, murmurent les officiers, mais son ombre s'allonge, gravant dans sa chair frêle les cicatrices invisibles d'un héros trop petit pour le poids des mondes qu'il porte. Au loin, les cloches de Strasbourg sonnent la délivrance, mais Pierre avance encore, pas lourd dans la boue, silhouette courbée contre le vent rhénan, cherchant en vain l'horizon où la paix efface les fantômes. Les cloches s'estompent, avalées par le grondement des moteurs Liberty qui tractent les barges vers quelles fumantes. Pierre s'adosse à un talus, Thompson pendu au cou comme un crucifix rouillé, les yeux rivés sur le pont pulvérisé où flottent des débris, casque, brassard, un jouet d'enfant gonflé d'eau. Le moine, saoul de calva et de triomphe, hurle des chants de la première DB, mais Pierre n'entend que le sifflement fantôme des balles, le gargouillis des noyés. « Lefebvre, t'es pâle comme un Feldgros !» ricane un sergent FFI, lui tendant un mégot trempé. Pierre tire, fumée âcre emplissant ses poumons, vision brouillée. Le Feldwebel émerge du Rhin, main tendue, bouche muette implorant pardon. Kehl tombe en 2 heures, ruine fumante sous un ciel plombé de janvier 45. Les Sherman ronronnent dans les rues étroites, chenilles broyant pavés et ossements, tandis que les civils alsaciens émergent, regard hanté entre joie et terreur. Pierre patrouille en tête, grenade à la ceinture, guettant l'embuscade Werwolf qui ne vient pas. Une fillette aux tresses blondes lui offre un pain noir. « Merci, monsieur soldat !» Voix fluette comme un oiseau blessé. Il mord dedans, croûte dure et gratignant ses dents, miettes de sel sur les lèvres, goût de foyer volé, de vie brisée. Mais au détour d'une ruelle, un corps effondré, un gamin de 12 ans, Volkssturm improvisé, jugulaire tranché par une baïonnette française. Pierre détourne les yeux, bile remontant, se demandant si c'est lui qui a pressé la détente dans la nuit noire. La poche de Colmar refermée, l'Alsace libérée, les colonnes s'ébranlent vers l'est, vers Stuttgart, Munich, le cœur du Reich agonisant. Pierre monte dans un half-track brinque-ballant,
Vibrations secouant ses os endoloris, rêves hachés par les chaos. Holzheim encore, le blockhaus explosé, cris étouffés se muant en hurlements maternels. À Nuremberg, ils entrent dans le vide sidéré. Usines en feu. Hitler capute, murmuré radio. Pierre pile un appartement bourgeois, cadre photo d'une frelin souriante. Il le fracasse du talon, verre crissant sous sa botte, rage sourde explosant en sanglots retenus. Le moine le trouve ainsi, effondré. C'est fini, frangin, rentrons chez nous. Une bouteille de schnapps partagée, larmes salées se mêlant à l'alcool, pacte muet de silence sur les fantômes. Mai 45. Capitulation sous les pommiers en fleurs. Pierre franchit le Rhin en sens inverse, train bondé de permissionnaires, rire forcé masquant l'hébétude. À la gare de l'Est, Paris l'accueille en liesse, bise de Suzanne sous les arcs de triomphe fleuris. Mon héros. Il sourit, lèvres sèches, mais ses mains tremblent sur la taille fine de sa femme. La nuit, dans leur chambre étouffante de Belleville, elle se love contre lui, chair chaude, chassant le froid rénant. Il la prend avec urgence, morsure au cou pour étouffer les cris intérieurs. Semences versées en offrande païenne à la paix volée. Pourtant, l'aube grise le trouve éveillé, fixant le plafond craquelé où dansent les ombres des blockhaus. Années 50, Pierre Lefebvre, ouvrier chez Citroën, chaîne de montage rythmant ses jours comme les tirs de MG. Suzanne enfante 2 fils, rires emplissant l'appartement, mais les crises viennent la nuit. Sueur froide, hurlements réveillant les voisins, Feldwebel aux yeux vitreux penché sur le berceau. Il boit du rouge en solitaire, au bistrot du coin. Médaille de la Libération rangée dans une boîte à cigares, refusant les défilés du 14 juillet. « T'es un héros, papa !» dit le grand, mais Pierre secoue la tête. « Non, fiston, juste un survivant. » Le Rhin coule encore en lui, courant traître charriant les âmes anonymes, et l'horizon de la paix reste voilé de boue éternelle. Fin de l'Atto 3.